Histoire de Madagascar, la construction d'une nation, c'est un livre que je recommande particulièrement. C'est une compilation de textes d'auteurs qui ont travaillé sur le sujet sous la coordination de Sylvain Urfer. C'est un livre qui sort de l'ordinaire. Je vais vous lire là maintenant le texte qui a été écrit par Farah Razona, Le moment colonial. Alors que les Français avancent de Majinga vers Antananarivo, et surtout à l'annonce de la capitulation de la navale Nafaatelo, des mouvements secouent certaines provinces du royaume. Dans l'Est, des Betsimcharak et des Vurim du Bas-Mangour s'en prennent à des représentants du gouvernement royal ainsi qu'à des planteurs créoles et européens. La révolte touche même le cœur du royaume. Depuis le début des années 1890, les marches de l'Imirn abritaient des esclaves en fuite et des déserteurs de l'armée ou de la corvée de l'or. Ainsi, le Vunjung à l'ouest, le pays Marfout, territoire d'accueil des personnes qui s'étaient affranchies de diverses contraintes, au nord, le Vaknankarach, dans sa frontière avec la falaise Betsimcharak au sud-est, ou encore les pentes ouest de l'Ankara sont des zones d'insécurité. Des notables, qu'il s'agisse de petits gouverneurs, d'Anjin, détenteurs de Ménakel, de gardiens de champs ou de lettrés anciens élèves des missions, jouissent une grande influence dans ces régions périphériques d'où part le mouvement des Ménalambes. En lançant l'insurrection la veille du fin juin de 1895, le 22 novembre, leurs dirigeants manifestent un attachement à une royauté idéalisée et fustigent l'oligarchie au sein de laquelle les Houves occupent des positions élevées, dont celle du Premier ministre. Les insurgés éliminent des étrangers, tout comme des traitants et des chercheurs d'or circulant dans les régions isolées. Ils incendient des églises, assassinent des missionnaires, le Quaker William Johnson et sa famille Harry Vunma, Paul Minot, Benjamin Escan de la mission protestante française dans les confins ouest de l'Ankara et plus près de la capitale, Ambouy Bemachouanj, le père Berthieu, canonisé en 2012. Les Ménalambes s'en prennent également à des Malgaches jugés trop marqués par les influences occidentales. Ils remettent en honneur les cultes du terroir et célèbrent ouvertement des champs officiellement détruits en 1869. Les chrétiens en marche de l'église du Palais rejoignent alors ce mouvement complexe de résistance à l'étranger et de rébellion contre le gouvernement de Ranlayarvuni. Les noms de guerre des chefs Ménalambes, Ravaikaf pour Rabbi Javan, Ramachandj Mahamay pour Raboujak ou encore Rafanenj expriment leur forte détermination. Ils organisent un contre-pouvoir et lancent une action concertée au début de l'Ala Hamadi, 1896, c'est-à-dire le 14 mars. Ils agissent par petits groupes, assiègent des capitales de province dont Ambatnjak en pays Chianak et réquisitionnent des vivres dans les villages sur la route du Bouin. Mais ils cèdent face à l'armée coloniale qui s'impose par la méthode de la tache d'huile, avançant par mouvements concentriques à partir d'un point bien tenu. Jouant des rivalités entre les grands du royaume, éventuellement entretenues par l'adhésion à des confessions concurrentes, les conquérants obtiennent le ralliement de quelques hauts personnages, comme le prince Ramaj ou le Houve notable Rachandi. Les premières décisions du général Gallieni mettent fin au mouvement des Ménalambes. Gallieni fait exécuter en octobre 1896 le prince Ratsimamang, oncle de Ranaval Nafaatelo, et Renandje Mapanj, ancien gouverneur de Tamatave, vainqueur des Français en 1883. Celui-ci est accusé d'avoir incité à l'insurrection, complot monté de toutes pièces par le pouvoir colonial. Au début de 1897, l'exil de la reine à la Réunion puis en Algérie où elle mourra en 1917, suivi de la profanation des tombes royales d'Amboymang par le transfert à Tananarive des restes des souverains, déstabilise les Ménalambes qui ont sans doute envisagé de faire de cette colline sacrée une autre capitale. Les mesures ciblées
la répression militaire et la désorganisation de la vie quotidienne, en plus de l'abandon des villages et des cultures en raison des insurgés. Munis de preuves fournies par les conquérants, pour éviter la répression, quelques chefs Menalambes reconnaissent la culpabilité de Reina Djemapanj. La mise en scène dans l'enceinte du Louvre de Tananarive de la reddition des deux des principaux dirigeants clôt officiellement l'insurrection. Une fois l'Himerne soumise, les Français progressent dans le reste de l'île. Le colonel Lyautey reçoit le commandement du sud de l'île à partir de Fianarantsoa. Les troupes agissent dans un vaste territoire où, en avançant vers le sud, selon Lyautey, elles remonteraient dans le temps de la France du XIXe siècle à la préhistoire. Mais des rois opposent une vive résistance. Par exemple, malgré sa promesse de reddition, Twir, souverain du Ménabé, est massacré avec son entourage au village royal d'Ambik en août 1897 sur ordre du commandant Gérard. L'année 1904 marque officiellement la fin de la pacification de l'île avec la reddition du frère de Twir Ngirij qui a fui en emportant les Dadj. D'autres souverains, à l'exemple du roi Antakaranatsialan, se résignent à la paix en servant d'intermédiaire entre les conquérants et leurs sujets.